Bienvenue dans un nouvel épisode de Charinis Karine. Je suis Bleu et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous remercier de votre fidélité en tant qu'auditeur. Votre soutien est précieux pour nous et notre communauté. Dans cet épisode, nous avons l'honneur d'accueillir Pierre Thiam, un chef cuisinier sénégalais basé aux États-Unis. Pierre est un véritable expert de la cuisine africaine et il est passionné par la préservation de la biodiversité et la promotion des produits alimentaires africains. Il nous parlera de sa vision de faire découvrir la cuisine traditionnelle africaine au marché mondial, tout en soutenant les petits paysans et en favorisant des pratiques agricoles durables. Pierre nous emmènera dans un voyage culinaire à travers l'Afrique de l'Ouest, en partageant des histoires et des recettes inspirantes. Il nous parlera également de l'importance de diversifier notre alimentation et de l'impact positif que cela peut avoir sur notre santé et sur l'environnement. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la cuisine africaine et sur les produits alimentaires sous-utilisés de cette région, ne manquez pas cet épisode captivant avec Pierre Thiam. Vous y découvrirez des saveurs exotiques et des idées innovantes pour enrichir votre alimentation. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rester manquer aucun épisode passionnant comme celui-ci. Merci encore d'être un auditeur fidèle et à bientôt dans notre prochain épisode de Charinis Karine. Très, très bien. Et vous? Ça va, merci. Merci infiniment de nous joindre dans ce nouvel épisode. Merci de m'inviter. On est très honorés, hein. Vraiment, vous êtes un des chefs les plus prestigieux en cuisine africaine. Vous avoir dans le show, c'est vraiment un honneur. L'honneur est partagé. Merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour que nos auditeurs vous découvrent? Je m'appelle Pierre Thiam, je suis sénégalais, j'ai grandi à Dakar et je vis aux États-Unis depuis un peu plus de 30 ans, 3 décennies déjà, ça passe vite. Et je suis chef cuisinier, donc j'ai 2 restaurants à New York, j'ai aussi une compagnie de produits alimentaires qui sont distribués dans les supermarchés à travers les États-Unis et bientôt en Europe. Et donc voilà, la mission en fait, c'est ma mission, c'est de m'inspirer de la cuisine traditionnelle africaine et de la présenter au marché global. En bref, c'est ça la mission. Donc et en se faisant créer des opportunités pour les petits fermiers, les petits paysans en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, la zone où je suis d'origine, et en se faisant aussi présenter des produits qui sont, comme on dit, climate smart, donc des produits qui ont un impact positif sur l'environnement, des produits qui sont cultivés de façon régénérative, et en se faisant donc avoir un impact non seulement sur les communautés et sur l'environnement et sur le consommateur aussi, parce que c'est des produits qui sont très nutritifs. Et c'est des produits qui, au-delà de la nutrition, ils ont aussi l'avantage de nous aider à diversifier notre alimentation. C'est un sérieux problème parce que l'alimentation globale est très limitée, hein. On mange les mêmes céréales, hein. C'est du riz, du blé, du maïs en général. Et alors qu'il y a d'autres produits comme celles que nous présentons à travers ma compagnie, des produits qui viennent d'Afrique, comme des plant food, comme on dit, qui sont non seulement très nutritifs et qui sont excellents pour la planète. Et donc, ça nous permet de diversifier ça et consommer. Et donc, voilà, il y a notre impact donc sur la santé même des consommateurs, parce que les maladies chroniques que nous connaissons maintenant sont toutes liées à notre régime alimentaire. Voilà, en bref, ma présentation qui est un peu ici et là. Donc, je porte beaucoup de chapeaux, en fait. Restaurateur, écrivain, j'écris des livres de cuisine, j'en ai 4 à mon actif, et entrepreneur social. Et papa, et fier papa d'une fille qui est née la semaine dernière et qui représente tout pour moi, et aussi de 4 autres enfants, une autre de 3 ans, sa grande sœur, et 3 autres d'un mariage précédent. Voilà, donc fier papa, oui. Félicitations, hein, un homme accompli. Merci.
Du coup, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Vous voulez donner des opportunités aux fermiers. Ça tombe bien, nous aussi, hein, c'est un peu la mission qu'on a avec FarmNet. Comment est-ce que vous voyez les choses quand vous dites opportunité, c'est parce que vous proposez des produits qui sont pas cultivés ailleurs, que vous donnez des opportunités aux fermiers africains? Ouais, voilà. Donc oui, oui, parce que c'est des produits qui sont sous-utilisés, comme on les appelle. On les appelle sous-utilisés, orphan crops, produits orphelins. Et donc c'est venu pour moi cette mission, c'est venu de façon très organique. Hein. J'ai commencé ma carrière en tant que chef, mais j'ai toujours voulu trouver une inspiration dans la cuisine de mes origines. Et en se faisant, donc, j'ai commencé à faire mon premier restaurant, cette cuisine. Et donc, après le restaurant, c'était les opportunités d'écrire des livres de cuisine à travers le succès des restaurants. Donc, en écrivant ces livres de cuisine, j'ai réalisé qu'il y avait une autre opportunité qui était que chaque fois que j'avais des recettes dans les livres, c'était des recettes où je devais penser à des substitutions pour certains ingrédients parce qu'ils n'étaient pas accessibles au marché américain où sont mes lecteurs. Donc, je me suis demandé pourquoi ne pas trouver un moyen de faire venir ces ingrédients au marché américain afin que, mes lecteurs puissent avoir une cuisine aussi authentique que celle que je présentais, que celle que j'avais expérimentée tout jeune, mais aussi en se faisant amener des produits qui seraient directement connectés aux petits paysans de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça, ce serait une façon de leur ouvrir un marché parce ils savent les cultiver. C'est des produits qui sont sous-utilisés, ils les cultivent juste pour leur propre subsistance. Mais si on crée un marché pour eux, ils auront, au-delà de cela, ils auront aussi des revenus, bénéficieront, et ils créeront des emplois. Il y a donc tellement d'impact positif qui pourrait se faire euh, euh, par cette action. Donc, c'est là que je me suis dit, j'ai décidé de créer ma compagnie Yolele. Et c'est Yolele que c'est devenu, une marque qui représente des produits sous-utilisés venant de l'Afrique. Voilà. Et donc, voilà, c'est cette marque qui amène des produits comme le fonio, qui sont cultivés que par ces paysans-là, mais aussi d'autres produits, hein, comme le moringa, le netetu, comment dire, une sorte c'est le fruit d'un arbre qui pousse dans la région de ces paysans-là, mais ce fruit, avec la graine du fruit, elle est fermentée, donc c'est un produit qui est assez unique de la région. Et donc, on a créé un marché pour ça en créant des épices à travers ce produit fermenté des paysans africains. Et le baobab, par exemple, aussi. Donc, c'est un produit de la collecte de ces paysans. On a un produit qui est fait à partir de ça. Donc, nous sommes assez créatifs aussi. On prend des produits, mais des fois, on les présente de façon, à ce que le consommateur, américain ou global puisse connecter avec. Donc, on a, par exemple, des chips de fonio. Donc, les chips, c'est un produit que tout le monde comprend et c'est facile à consommer, mais en se faisant, il supporte, en consommant les chips de fonio, il supporte ce marché-là et il supporte des petits paysans de ces régions-là. Et donc, il supporte l'environnement aussi. C'est, oui, tout à votre honneur, hein. Vous êtes actif sur toute la chaîne de production, hein, de la cuisine au producteur. C'est super. Merci. Autre question, hein, par rapport à cette longue intro que tu nous as donnée. Euh, vous parlez de cuisine africaine. Du coup, vous êtes du Sénégal, mais vous utilisez le terme cuisine africaine et non pas sénégalaise. Ça veut dire que vous piochez un peu dans toutes les cuisines d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique tout court. Ouais, ouais, absolument. D'abord, c'est une façon non, dès le début de cette mission, j'ai toujours voulu que ce soit ma source d'inspiration. Donc, la cuisine, au début, c'était la cuisine sénégalaise. Là, c'est là où je suis né. Et puis, en creusant, en faisant mes recherches pour mon inspiration, pour mes menus, je me réalisais que à travers mes voyages dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, pour commencer, je voyais qu'il y avait une connexion entre certaines cuisines, que cette cuisine dont on parle, elle transcendait ses frontières. Et en fait, ça te donnait une autre réalité, en fait, que ces frontières ne sont pas réelles, ces frontières qui ont été inventées, hein. Et donc ça, c'est l'impact de la colonisation.
Et donc, la sauce mafé qu'on voit au Sénégal à la base de sauce d'arachide, on l'a retrouvée au Mali, on l'a retrouvée au Nigeria, on l'a retrouvée en Guinée, on l'a retrouvée au Burkina Faso, d'une façon ou d'une autre, hein. C'est avec quelques variations près. Et donc, c'était ça, ce message, en fait. C'était un message qui montrait que ça transcendait les frontières. Et donc, voilà pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai appelé ma compagnie Yolélé. Yolélé, c'est un mot un mot Peul. Les Peuls, c'est le groupe ethnique nomade le plus large au monde, hein. C'est même beaucoup plus large que les Gitans en Europe, hein. Donc, les Peuls transcendent les frontières du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, on les trouve partout. Et j'aimais ce côté-là, ce côté qui transcende les frontières, qui amène. Et donc c'était ça la vision de ma compagnie Olélé, de transcender les frontières et de présenter cette cuisine-là et ces ingrédients à l'autre bout du monde. Et donc pour commencer, donc la raison pour laquelle donc j'ai choisi d'être une marque africaine plutôt qu'une marque sénégalaise, sachant bien entendu qu'il y a des particularités dans ces régions-là, hein. Il n'y a pas une cuisine africaine, il y a plusieurs cuisines africaines, mais toutes ces cuisines africaines, malheureusement, elles ont été négligées par le consommateur par le monde, par le système alimentaire. On n'a pas on n'a pas su saisir les opportunités, on a négligé les saveurs que ces cuisines africaines offraient, les ingrédients que ces cuisines africaines offraient, les solutions même que ces cuisines africaines, que ces produits africains de l'agriculture africaine offraient à la sécurité alimentaire, non seulement de l'Afrique, mais du monde. Comme je vous ai dit, il faut diversifier notre régime. Donc, il est important d'intégrer ces produits africains dans notre système alimentaire. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je me suis dit, je vais pas me limiter au Sénégal. C'est le Sénégal, d'ailleurs, qui n'existait pas pour mes ancêtres, hein, ce qui a été inventé il y a quelques années, même si c'est 100 ans, même pas, hein. Donc, voilà, quoi. Donc, non, je veux aller au-delà de ça. C'est une façon aussi de décoloniser, ma cuisine, hein, en allant au-delà de ça. Et c'est pourquoi je vais même dans des ingrédients comme le fonio qui sont des ingrédients qui sont là depuis des millénaires. Fonio, on pense que le fonio est la céréale la plus ancienne cultivée en Afrique, hein, et ça date de près de 7000 ans. Et donc, c'est une céréale qui n'est pas sénégalaise ou malienne ou guinéenne, hein. Elle est ouest-africaine. Et donc voilà, donc souvent je dis mon dernier livre de cuisine qui sort en septembre, ça s'appelle Simply West Africa par exemple. Ça parle de l'Afrique de l'Ouest. Ça parle pas du Sénégal, ça parle pas du Nigeria ou du Ghana. Et je crois que c'est très important de faire cette distinction et se limiter à des frontières qui ont été inventées, c'est vraiment se limiter à limiter sa cuisine et ne même pas répondre vraiment là où cette cuisine nous guide. Cette cuisine nous guide à transcender les frontières. Et c'est la particularité de la cuisine c'est de réunir, hein, de transcender les frontières, de nous mettre tous ensemble autour d'une table, autour d'un bol. Et je crois que c'est de saisir cela aussi. Et j'essaie de le faire à travers la cuisine. Oui, totalement d'accord. En tout cas, merci de partager ce beau message. C'est sûr, hein, la cuisine, ça rassemble, ça transcende les frontières. Il n'y a vraiment rien d'autre à ajouter. Merci en tout cas pour ce plaidoyer. Euh, je me permets de jouer un peu, de vous titiller un petit peu. Juste avant, on a parlé de la cuisine béninoise. Donc voilà, ma mère est du Bénin. Et est-ce que peut-être il y a des régions dans l'Afrique de l'Ouest où il y aurait des cuisines qui vous inspirent plus que d'autres? Absolument. Ah oui, et là, vous avez touché même la cuisine, même le Bénin. Je crois que non, sérieusement, le Bénin a une cuisine très sophistiquée, hein. Non seulement les goûts sont partout, n'importe qui est présenté à la cuisine du Bénin et elle ne peut qu'applaudir. C'est une cuisine savoureuse, délicieuse, mais aussi les méthodes utilisées. Mais c'est vraiment une cuisine qui est unique, hein, qui est unique. Les ingrédients qui sont utilisés, la balance même, un choix, l'équilibre de cette cuisine, c'est une cuisine qui doit inspirer le reste du monde. C'est une cuisine qui
qui est à la base, vous voyez, la pyramide de la cuisine béninoise, c'est la pyramide aussi de la cuisine ouest-africaine, mais particulièrement au Bénin. À la base, on a comment on dit, les leafy greens, les feuilles, hein. On a donc toutes sortes beaucoup de types de feuilles, les feuilles de manioc, les feuilles de patates douces, les feuilles la caipi, c'est une sorte de haricot qu'on appelle niébé au Sénégal. Tout cela qui, dans d'autres cuisines, serait considéré comme serait rejeté, c'est intégré dans cette cuisine et c'est très très nutritif. Et aussi, au-delà de la base de la pyramide, on monte un peu plus haut, on a aussi les légumes, on a les haricots, beaucoup de types de haricots dans la cuisine béninoise. On a aussi d'autres légumes comme le manioc, hein, la patate douce, les différents types de patates. On y va au-delà, on a les graines, les graines commencent à venir et des graines comme le fonio, le mil, hein, ça vient petit à petit et comme la pyramide devient de plus en plus étroite au-dessus, c'est là qu'on a seulement les viandes, hein, les viandes qui sont les viandes et les poissons. Et ils viennent de différentes formes, c'est des viandes séchées, des viandes fumées, des viandes fraîches. Hein, il y a tout cela qui est aussi intégré dans la cuisine avec leur saveur chacune, hein. Quand c'est séché, quand c'est fermenté, la fermentation, ça fait une très bonne, importante partie de la cuisine d'Afrique de l'Ouest et du Bénin en particulier. Et au-dessus des viandes et des poissons, on a les produits laitiers en très petite quantité, pas aussi important que dans les cuisines, par exemple, américaines, ce qui est très bon pour notre santé, en fait. Cette approche de la nutrition, on est moins, pas beaucoup de viande, pas beaucoup de protéines, assez pour nous soutenir, mais plutôt basé sur les produits, les plantes, tu vois, comme je disais, les feuilles, les légumes, les graines. Et finalement, au top, c'est les produits les fruits, les produits comme on dit, les desserts et tout, mais avec modération, pas trop de sucre et tout. Et donc, quand vous allez dans les rues du Bénin, de Cotonou, et même de Dakar, hein, c'est souvent des femmes béninoises qui font la street food, hein. Donc, c'est des beignets de black eyed peas, des beignets de haricots qui sont, oh là là, c'est non seulement, c'est savoureux avec une sauce pimentée à la tomate, mais c'est léger, ça digère vite. Et c'est des produits c'est une cuisine qui est résiliente. La cuisine du Bénin, on la retrouve jusqu'au Brésil, par exemple, avec c'est une cuisine qui est arrivée dans cette région-là avec l'esclavage. Et donc c'est tellement résilient, ça a su surmonter ce qu'on appelle le Middle Passage et 400, 500 ans pour se retrouver presque exactement à Bahia, au Brésil. Donc, les beignets dont je te parle, akara, qu'on appelle au Bénin, au Brésil, ils appellent ça acarajé. Et c'est la même méthode. On prend les feuilles, les haricots, niébé, on les épluche, on les écrase et on fait une sorte de pâte onctueuse qu'on fait frire et on sert ça avec cette sauce pimentée, exactement comme dans les rues de Cotonou, les rues de Bahia, pareil au Brésil. Et donc ça, et le feijoada qui est fameux au Brésil, ça vient du Bénin aussi. Donc juste quelques exemples comme ça pour vous dire que cette cuisine béninoise, oui, elle m'inspire beaucoup. Elle devrait inspirer beaucoup d'autres cuisines. Et aussi, c'est l'une des cuisines, si c'est pas la cuisine la plus savoureuse au monde. Hein, et je le dis avec, je connais beaucoup d'autres cuisines au monde. J'ai voyagé partout dans le monde et honnêtement, je crois que cette cuisine du Bénin, elle mérite d'être connue et elle le sera. C'est une question de temps. Et quand elle le sera, ça va faire mal, hein. Ou ça va faire bon. Ça marche. C'est bien noté, hein. C'était, voilà, on est arrivé dessus par hasard, hein. Je suis content d'entendre ça. C'est intéressant. Et du coup, je constate aussi mon inculture géante, hein. Je serais incapable de citer un plat béninois. Oh mon Dieu, quel dommage, quel dommage. Mais il n'est pas trop tard, hein. Un petit voyage au Bénin, vous serez convaincu. Je pense. Ça s'impose. Très bien, on a parlé des cuisines qui vous inspiraient. Quels sont peut-être les ingrédients qui vous inspirent et avec lesquels vous ne pouvez pas vivre sans, je ne sais pas. Il y a des ingrédients qui sont vraiment indispensables pour vous. Ben, ceux qui sont indispensables, et je vais aller au-delà du chef dans sa cuisine, je crois que c'est des ingrédients qui sont indispensables pour nous tous parce que la planète est menacée en ce moment. On parle de changement climatique et le changement climatique qui existe, c'est une grosse partie est due
par notre agriculture, notre méthode d'agriculture et cette méthode d'agriculture qui a voulu que on impose la monoculture, donc on impose l'agriculture intense avec des produits chimiques et tout cela qui fait que voilà quoi, donc on consomme du riz, du blé, du maïs, du soja, qu'on détruit les forêts pour faire des plantations de soja afin de les nourrir pour de bétail. Tout cela fait que, en bref, les produits indispensables, pour moi, sont les produits indispensables pour tout, qui devraient être indispensables pour tout le monde aussi. Ce sont ces produits sous-utilisés qui sont là, il faut sauver notre biodiversité, en utilisant ces produits-là. Et donc, je donne l'exemple du fonio. Le fonio, c'est une graine dont j'ai été le champion depuis un moment maintenant parce que c'est une céréale qui pousse dans des sols pauvres et qui enrichit le sol. C'est une céréale qui est cultivée de façon régénérative, comme je disais, qui est très, très nutritive, hein, qui est sans gluten, qui a un taux glycémique très bas et qui est versatile pour ce qui est important, hein, parce que le chef aussi cherche le goût. Donc, c'est une céréale qui est facile à intégrer dans sa cuisine et qui est très délicate, hein. Donc, c'est pour ça, c'est devenu un produit indispensable pour moi, mais indispensable parce que l'impact que ça a, sa consommation, l'impact que ça a dans notre environnement, le rôle que ça peut jouer. Et donc, il est temps que chacun de nous soit euh, plus responsable en choisissant chaque fois, au moins 3 fois par jour, quand on choisit ce qu'on va mettre dans notre assiette, qu'on soit conscient et qu'on cherche à intégrer des produits comme le fonio. Et d'autres, hein, il y a pas que le fonio, il y en a d'autres. Il y a l'amarante, il y a le niébé, il y a le mil, il y a le sorgho. Il y en a pas mal d'autres, mais on n'y pense pas et on n'a pas accès à eux. Mais maintenant, c'est à nous de faire ce qu'on doit faire pour les intégrer dans notre alimentation, pour notre propre santé et la santé de la planète. Quel est le plat que vous aimez le plus cuisiner? Oh Bon, boy, là, en une privé, question en privé, en pas privé. au restaurant. Ça dépend, hein. Même, donc, souvent, j'ai tendance à répondre, parce que c'est une question qui vient souvent. En plus, je sais même pas pourquoi, mais je dis le soupe au kanja. Donc, le soupe au kanja, c'est ce qu'on appelle le gumbo en Amérique en Nouvelle-Orléans, par exemple. Et de fruits de mer. Alors, beaucoup de fruits de mer. Et c'est ça, c'est aussi originaire du Bénin, hein. Donc, il y a beaucoup de fruits de mer et tout ce qui est en saison, hein. Donc, des crevettes, des langoustes, des coquilles Saint-Jacques, du poisson fumé. Tout cela vient dans le gombo avec beaucoup d'okra. Et au Bénin ou au Nigeria, ils ajoutent aussi des feuilles d'épinards dedans. Donc, c'est aussi un plat très, très, très nutritif. Et en Afrique, on le fait avec l'huile de palme. Mais en Nouvelle-Orléans, ils le font sans huile de palme. Au Brésil aussi. Au Brésil, ils ont l'huile de palme. Au Nouvelle-Orléans, c'est pratiquement le plat national, hein, de la Nouvelle-Orléans. Et c'est sans huile de palme parce qu'ils n'ont pas d'huile de palme là-bas. Mais c'est une petite parenthèse pour l'huile de palme qui est très nutritive. Malheureusement, en Occident, il y a eu beaucoup de mauvaise presse, hein, par rapport à cette huile de palme, à cause de l'impact sur l'environnement. Et c'est normal qu'on en parle. On devrait en parler pas seulement pour l'huile de palme, mais pour pas mal d'autres produits, comme le soja, par exemple, qui détruit les forêts de l'Amazone. Mais on pense juste à l'huile de palme parce que ça détruit les forêts les populations d'orang-outans en Asie du Sud-Est. Mais c'est vraiment le problème, c'est notre système alimentaire, quoi, qui est dicté par le profit des grosses corporations, qui fait que on ne le fait pas de façon durable. Mais donc là, je euh, digresse un peu, mais ce que je voulais dire, c'est que le plat que j'aime cuisiner, c'est le soupe kanja. On l'appelle soupe kanja au Sénégal. Donc c'est une sorte de stew à base de gombo et de fruits de mer. Et on le sert sur du riz ou sur du fonio, hein. Les deux sont des versions qui existent. Ou même sur la pâte aussi. Il y a un truc qui se fait au Bénin, c'est la pâte. C'est une sorte c'est une pâte, hein, à base soit du manioc ou d'autres, ou de patates douces, ou même de bananes plantain, et il l'appelle foufou ou foutou, ça dépend. Au Côte d'Ivoire, il l'appelle foutou. Et ça se sert avec ce même plat, le gombo, le soupe kanja. Ok, bien noté, hein, ça donne très très faim. Le gombo, je connais, hein, c'est le plat de Forrest Gump.
Enfin, c'est Ah ouais? Ah ouais, ouais, d'accord, voilà, there we go, voilà, voilà. Et donc, c'est un plat qui est venu du Bénin à travers l'esclavage, et voilà, Euh, aujourd'hui. Dernière question, quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise en tant que chef? La plus grande leçon que j'ai appris en tant que chef, c'est que je crois que le rôle du chef, je crois que c'est non seulement, je crois que c'est pour moi, c'est la seule profession au monde qui nécessite tous les sens. Hein, tous les sens doivent être présents en cuisine. Et c'est l'approche de cette cuisine, cette méthode de cuisine que j'ai apprise des mamans africaines. C'est pourquoi les mamans africaines, quand on leur demande combien de grammes, combien de cuillerées, elles ont jamais une réponse. Elles te regardent comme si tu parlais chinois, parce que c'est pas comme ça qu'on doit approcher la cuisine. On doit être présent. Quand on a tous les sens présents, on goûte, on sent, on touche. Hein, on touche même au marché quand on va acheter le poisson, on touche et c'est là que tu as l'ingrédient communique avec toi. C'est vraiment quelque chose c'est pratiquement, c'est un peu spirituel hein, d'être connecté à ce niveau-là. Et on goûte bien sûr, comme j'ai dit ça, on écoute la poêle quand elle est assez chaude, on écoutera quand on dépose le poisson et ça doit donner un certain son et ça nous donne pas mal d'informations. Et donc, et tous ces sens-là, hein, quand ils sont présents, bien sûr, le visuel, parce que ça doit être beau, on mange avec les yeux d'abord, et le visuel aussi donne de l'information sur la qualité du produit avant de l'acheter au marché. Et quand on est présent à ce niveau-là, on a aussi un sixième sens qui vient, c'est l'intuition, qui te permet de décider des petites touches à ajouter donc, en cuisinant. Et cette intuition-là, c'est une voie qui vient, que tu apprends à développer. Le plus tu es présent en cuisine, le plus tu as tous tes sens présents en cuisine, le plus ton intuition se développe. Et donc ça, je crois que c'est la leçon que j'ai apprise que j'aimerais partager le plus avec d'autres euh, cuisiniers. Merci, hein, sacrée leçon, leçon de vie, hein, je pense que ça s'applique dans beaucoup de domaines. N'est-ce pas? Ouais, 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 absolument. Merci en tout Donc, cas. merci à toi. Où est-ce que les gens peuvent vous trouver? Peut-être en anglais. Where can people find about your latest book and what you do? Find about what you do. So I have a website, pierrechiam.com. I also that's my direct website. I have yolele.com, which is also my food company. My restaurants, it's teranga.com. And I have two restaurants in New York City. If you're in Lagos, I'm the executive chef of Nok by Alara in Lagos. And if you're in Dakar at the Pullman, you can also have my menu at the Pullman Hotel. What else? My books are available mostly where books are being sold, Amazon including. I have 3 cookbooks that are right now in the market, and my 4th cookbook is coming out this September. It's already available for pre-order, but it's coming out in September. It's called Simply West Africa, and it's really the book that I hope will allow people to make this cuisine more accessible. So the reason for that, the recipes are made like so that you can have this cuisine on every night of the week. You can have it on Monday, Tuesday night. It doesn't matter. It's like, demystify the complexities of West African cuisine. And that's what this book is about, with beautiful photography, with Evan Sung, who collaborated with me on my Senegal cookbook as well. So, yeah, so that's I think, the places you can see me. My restaurants are in Harlem and Midtown Manhattan in New York City, Teranga. Okay. Duly noted. We'll put all the links to the show notes. So thank you so much, Pierre. Thank you so much. Thank you, Jonathan. Merci d'avoir écouté cet épisode de Shahinis Karine. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion avec Pierre Thiav sur la cuisine africaine et la préservation de la biodiversité. Pierre nous a rappelé l'importance de diversifier notre alimentation en intégrant des produits alimentaires sous-utilisés de l'Afrique de l'Ouest. Il a également souligné l'impact positif que cela peut avoir sur notre santé et sur l'environnement. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rester manquer aucun épisode passionnant comme celui-ci. Votre soutien est précieux pour nous, alors n'hésitez pas à laisser une évaluation et un commentaire pour nous aider à continuer à fournir du contenu de qualité. Merci encore d'être un auditeur fidèle et à bientôt dans notre prochain épisode de Shahinis Karine.